Je m'appelle Elisabeth Wallarbourg, ça s'écrit Wallarburg et ça se prononce Wallarbourg, c'est un nom suisse-allemand si vous le demandez. Alors on vous appelle la grande dame de la science-fiction québécoise, que vous vivez désormais au Québec. Est-ce que vous considérez qu'il y a une différence entre la science-fiction québécoise et la science-fiction française? La grande ressemblance, c'est qu'on écrit tous les deux en français. Une différence essentielle, je pense, tient à l'espace. La science-fiction québécoise est une science-fiction du nouveau monde, d'un nouveau type d'espace. Ma première réaction quand je suis arrivée là-bas, c'est « il y a de la place !» Et c'est très important parce qu'on a une des raisons pour lesquelles je suis allée au Québec, à part le hasard, et du moins la raison pour laquelle je suis restée, c'était parce qu'il n'y avait pas tous ces héritages qu'on a en Europe, historiques, sociaux, familiaux. Le moindre brin d'herbe a été cultivé depuis 5000 ans, quelle fatigue, alors que là-bas ils ont un maximum de 400 ans d'histoire, ça pèse un peu moins lourd. Et donc ça fait une différence au niveau de l'imaginaire. On est peut-être plus libre, on est peut-être moins coincé justement dans tout un héritage d'idéologie, de préjugés. Et puis l'autre différence, c'est qu'il y a un rapport donc, à la nature qui est différent. La nature justement a été extrêmement dominée en Europe, même si l'Europe est en train de se reboiser à grande vitesse, mais bon, alors que la nature, la différence d'échelle est énorme, vous n'avez pas idée, entre l'endroit où je vis, qui est dans le nord-est, à 500 km de Montréal, et la ville de Québec, il y a un espace de forêt et de montagne qui est grand comme la Suisse. Heureusement, c'est pas aussi montagneux que la Suisse, mais c'est quand même grand. Et vous pouvez faire 500-600 km sans que le paysage change. Alors qu'ici, vous faites 40 km, c'est déjà plus le même style de maison. Donc c'est vraiment autre chose. C'est un rapport à l'espace et donc au temps qui n'est pas le même. Et ça, je pense que ça influe de façon peut-être subtile, mais certainement décelable à la lecture. Par rapport au genre de la science-fiction, qu'est-ce qui vous y a amené? Eh bien, je lisais de la science-fiction quand j'étais petite, mais je ne le savais pas, parce que tout simplement le mot n'existait pas pour moi. Mais à 15 ans, un copain m'a prêté Le Matin des magiciens de Louis Powers et Jacques Berger. Et c'est une grande chance parce que ça m'a fait découvrir la science-fiction d'abord comme la seule littérature vraiment moderne, c'est une citation. Ensuite, ça me l'a mise dans un cadre à la fois scientifique, sociologique, politique, historique, philosophique. Et ça m'a fait découvrir tout un tas d'auteurs, parce qu'ils citaient des auteurs très divers, très différents. Aussi bien des Européens d'ailleurs que des Américains ou des Anglais. Alors je n'ai eu de cesse de lire ces gens-là. En plus, je suis tombée dans une marmite de vieux numéros de fiction de Galaxy. Ce qui fait que j'ai eu au départ une idée très diversifiée de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Je lisais du fantastique un peu déjà. Mais je pense que ça a été une grande chance pour moi de ne pas avoir découvert la science-fiction uniquement par Fleuve Noir, ou uniquement par, comme de mes collègues américains plus jeunes que moi, uniquement par Star Trek. J'ai eu tout de suite une vision œcuménique du genre, où la science-fiction et la fantasy française n'étaient pas inférieures. Fiction publiait Curval et Klein et De But, et je les lisais sur le pied d'égalité, à pied d'égalité avec les traductions en anglais, et ils étaient aussi bons. Donc je n'ai pas eu un sentiment d'infériorité par rapport à la science-fiction anglophone au départ. Ça, c'est une chance aussi. Qu'est-ce que la science-fiction a apporté au monde aujourd'hui, selon vous? Au monde, dans la mesure où une certaine partie des motifs de la science-fiction ont fini par s'infuser, s'infiltrer dans la conscience collective, elle apporte au moins, je voudrais penser qu'elle apporte une certaine quantité, une certaine capacité de réflexion et de vision globale et de perception des patterns, des réseaux de causes et de conséquences, mais ça ressemble plus à du sifflet dans le noir, pour se rassurer qu'autre chose. Elle a apporté tout un tas d'images, toute une iconographie, et comme toute mise en spectacle, elle a apporté un divertissement, ce qui n'est pas forcément compatible avec la réflexion. La science-fiction dans le monde, essentiellement, elle est connue par les images des films, beaucoup plus que par la littérature, malheureusement, et je pense que c'est pas nécessairement par les films qu'on va apprendre à réfléchir. Donc, ce qu'elle apporte,
ne pensons pas au monde, parce que je ne sais même pas ce que c'est que le monde. Il y a des individus qui créent le monde. Elle apporte à certains individus une capacité de vision surplombante, une capacité de vision plus large, une capacité de questionnement plus approfondie, comme toute forme d'art bien comprise, mais enfin, dans la mesure où la science-fiction est théoriquement une littérature d'idées, mais ces idées sont incarnées dans des images et c'est ça qui fait leur force. De ce point de vue-là, je pense qu'elle peut apporter beaucoup, mais encore faut-il la pratiquer dans les médias où elle est susceptible d'apporter ce qu'elle peut apporter. Qu'est-ce qui chez vous déclenche l'écriture? Quelles sont vos sources d'inspiration? Ce qui va faire que vous écrivez un roman? Il y a le catalogue de Sœurs et non. J'écris parce que j'ai besoin d'écrire. Je suis une écrivaine d'abord, et ce que j'écris, on va flanquer des étiquettes dessus, c'est bien. C'est la science-fiction qui m'a donné la permission d'écrire, parce que si je n'avais pas rencontré la science-fiction à 15 ans, je n'aurais sans doute jamais écrit. Je serais morte. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais j'ai peu à peu compris que c'était simplement parce que la science-fiction était pour moi à la bonne distance par rapport à mon matériau personnel. Chaque artiste doit trouver la bonne distance. Alors ça peut être très très loin, ça peut être très très près, il y a des gens qui sont pris dans leur je me moi, leur biographie intense, et qui vont rester dans le réalisme ici et maintenant. Il y en a d'autres qui vont devoir passer par le roman historique. Ah ben tiens, voilà, ça, je vais raconter des histoires qui se passent au 19e, 18e. Ou bien dans les romans policiers, ok, je vais écrire des histoires et les autres, c'est les courses de tracteurs, ou l'élevage des chats, bon, est-ce que je sais, non, mais chacun a une espèce de distance idéale par rapport aux choses qui le travaillent et qui le tourmentent. Et moi, ça a été la science-fiction, ça m'a permis pendant une dizaine d'années d'écrire en pensant que je n'écrivais pas à propos de ce qu'on appelle nos bébelles en québécois, nos propres histoires, nos traumatismes enfantins et toutes ces sortes de choses. Pendant 10 ans, j'ai pu écrire parce que c'était des créatures étranges, lointaines, ailleurs, des choses qui n'étaient pas d'ici et de maintenant, donc qui n'étaient pas comme moi engluées dans mon univers d'adolescente puis de jeune fille prédestinée à devenir un prof, une mère, quel ennui. J'étais dans ma boîte et la science-fiction m'a sorti de ma boîte. Alors ce qui me fait écrire, c'est ça, c'est que je suis curieuse et la science-fiction m'a permis d'être curieuse. Et non seulement m'a permis, mais m'a ordonné, exigeait que je sois curieuse. Et elle m'a permis de poser des questions et de donner tout un tas de réponses tout aussi biodégradables les unes que les autres. C'est ça qui est intéressant. On écrit une histoire, on répond à une question, puis finalement on a peut-être une autre type de réponse, alors on va écrire une autre histoire. Mais j'écris parce qu'il y a un besoin. Il y a un rêve qui me poursuit, je me réveille, il me poursuit toute la journée, ok, il y a une histoire. Ça ne me vient pas de l'actualité, ça n'est pas direct. C'est quelque chose qui mûrit sans que j'en ai vraiment conscience, et à un moment donné, ça se réveille, en général sous la forme d'un rêve, et ça me dit, bon ben là, il y a une histoire, il y a quelque chose, et il faut que je l'écrive. Beaucoup d'auteurs fonctionnent comme ça. Vous avez une routine de travail? Oui, j'avais une routine de travail que je pensais totalement immuable. C'est-à-dire que j'écrivais, je prépare énormément, comme j'écris des romans complexes, pour ne pas dire compliqués. Ce n'est pas le genre de roman, de toute façon on n'écrit pas un roman en main levée, on ne se lève pas le matin, oh voilà, je vais écrire un roman. Non, surtout de la science-fiction, surtout de la fantasy, surtout dans les genres où justement on crée des univers, il faut que ces univers aient une cohérence et qu'ils la gardent tout du long. Et ces univers, c'est pas seulement le décor, ce sont les personnages dans ce décor. Si vous avez quelqu'un qui vit sur une planète où le jour et la journée de 35 heures, sa perception du temps et de ses actions et ses mouvements dans le temps ne va pas être la même que la nôtre. Bon, et il faut que ça reste ça. Donc je prépare maniaquement, je prends des notes et ça n'a pas changé. Je prends des notes quelquefois pendant des années. Le roman que je suis en train d'écrire, j'y suis depuis 1995 au secours. Mais après à un moment donné, ça a suffisamment condensé pour que je passe à ce que j'appelle le storyboard, c'est-à-dire que je fais des séquences. Comme pour un film, ce ne sont pas des chapitres, ce sont souvent des agglomérations de chapitres. Il y a une unité d'action, d'évolution de l'histoire et des personnages, pour ça fait une séquence. Puis à un moment donné, je me mets à écrire. Et autrefois, j'étais jeune folle, j'écrivais tous les jours, toute la semaine, 10 heures par jour, tous les mois, pendant 3, 4, 5, 6 mois.
J'ai longtemps eu une capacité de travail assez phénoménale. Bon, oui, mais on ne rajeunit pas. Et donc, maintenant, je me suis rendu compte que finalement, je peux ne pas écrire tous les jours, toutes les semaines, pendant les mois, et que les choses finissent par s'écrire quand même. Alors donc, j'écris, mais j'écris en général de façon assez intensive. Une fois que je m'y suis mise, ça va commencer, ça sera 3 heures, 4 heures par jour. Oh oui, bon, maintenant, j'ai envie de faire mon courriel, d'aller faire les courses ou de promener les chats. Et puis, plus l'histoire va avancer, plus je vais être dedans, plus ça va être 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Mais de toute façon, tous les jours. Il y a les écrivains, tous les artistes doivent à un moment donné développer un type de discipline. Il est différent pour chacun. Tous ne sont pas aussi maniaques que moi, mais on développe un type de discipline. Écrire tous les jours, produire tous les jours. C'est ça ma routine de travail. Mais c'est pas une routine, c'est juste une gymnastique. Est-ce que vous auriez quelque chose à conseiller à un jeune écrivain aujourd'hui ou à quelqu'un qui voudrait être écrivain? Oh boy, il y en a tellement de choses à conseiller. Peut-être que la première chose à conseiller, ce serait de leur dire, la première chose que je leur dirais, c'est n'essayez pas d'être célèbre, essayez d'être bon. Les 15 minutes de gloire à la télé, la publication, mais c'est pas parce que vous avez écrit. Vous avez réussi à écrire un roman. Oh, waouh! Vous avez 18 ans, quelquefois 16 ans. Wow, vous avez écrit un roman. Ah, vous l'avez publié? Oui, n'importe qui peut publier. Oui, effectivement. N'importe qui peut publier n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ça sera bon et que ça durera. Et à un moment donné, si vous êtes vraiment un écrivain, vous finirez par vous rendre compte que c'est pas ce que vous cherchez, ce n'est pas la gloire, l'argent et les femmes, si vous êtes un homme. C'est autre chose, c'est une aventure personnelle, c'est une expérience spirituelle, c'est une découverte de soi à travers le monde et les autres. Et l'écriture, c'est une découverte très particulière à travers les mots. Il y en a d'autres à travers les formes, les images, la danse, c'est ce que je sais. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a un dévouement au métier, je dirais, une espèce de conscience professionnelle. Et si on ne l'a pas, on n'est juste pas un écrivain. On n'est pas un artiste, c'est tout le point. Et donc, essayez pas d'être célèbre. Ne pensez pas à la gloire. Pensez à ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour la gloire, ok, faites-le, vous avez le droit. Hein. Mais simplement, sachez que ça ne sera pas nécessairement satisfaisant très longtemps. Et que, par ailleurs, même si aujourd'hui n'importe qui publie n'importe quoi, ça ne veut pas dire que vous ferez ça pendant des années. Donc, essayez d'aimer les mots. Les écrivains aiment les mots. Ce ne sont pas des gens qui ont des idées. Ce sont des gens qui ont des mots et qui les aiment et qui aiment leur langue et dont l'expérience du monde, de soi et des autres, passe par les mots. Donc, c'est ça. Ayez des mots. Lisez des dictionnaires, disponibles. Et faites-vous lire par les copains, ou pas par les copains. Ne restez pas tout seul dans votre petit coin à vous flatter le dos en disant « Ouah, j'écris !» Ne jouez pas à l'écrivain. Soyez quelqu'un qui écrit, c'est autre chose. Merci beaucoup.